Madame Marie-Laure Cadar, vous êtes médecin psychiatre, anthropologue, membre du bureau du syndicat des médecins de PMI et vous nous parlez de... Ben, ça marche? Oui, Oui. c'est bon. Ben, je vais essayer de vous parler de petite enfance, de pratiques culturelles dans un contexte d'interculturalité, de pratiques éducatives dans un contexte d'interculturalité. Donc, c'est un thème vaste et qui peut être très Hmm. bateau. Et en fait, je vais parler beaucoup de petite enfance parce que c'est le domaine que je connais, hein, étant anciennement médecin de PMI et anthropologue sur le tard, ayant consacré beaucoup de mon temps et de mes travaux à la formation des professionnels et à de la recherche sur la petite enfance, notamment sur les crèches. Alors, aujourd'hui, on s'intéresse beaucoup à la petite enfance, ça n'a pas toujours été le cas. Et il y a quelque chose de très spécifique dans la petite enfance, c'est qu'on y est tous passés, qu'on a tous tout oublié, ou quasiment. C'est ce qu'on appelle l'amnésie infantile. Et aujourd'hui, on va dire, oui, c'est important de s'occuper des tout-petits parce que ce qui se passe dans la petite enfance va rester. Et là, on a l'apport des neurosciences qui a confirmé ce qui était su par beaucoup de soignants et notamment par toutes les institutions, les intuitions psychanalytiques, c'était qu'il reste une mémoire de la toute petite enfance et qui va notamment être très liée aux émotions. Et même si on ne s'en rappelle pas, ça va permettre d'être ce qu'on est dans la vie. Alors, ce qu'on ignore aussi beaucoup, et notamment chez nous en France, c'est la dimension culturelle et la dimension culturelle au sens large. Quand on parle de culture, c'est pas la culture exotique, c'est pas les autres, c'est chacun de nous, c'est tout ce qui fait que nous vivons en société, ce sont les normes, les valeurs, les croyances, le langage, le rapport au corps, le rapport au monde que l'on va hériter entre guillemets, de notre famille et des gens qui nous ont précédés, dans ce qu'on appelle un bain de culture et dans lequel on ne se rappelle pas, mais aussi tout ce qui est éducation qui va aussi se transmettre d'une façon, dans ces cas-là, beaucoup plus volontaire. Et ces deux parties sont intimement liées et sont trop souvent ignorés. Le fait que ce bain de culture, il existe pour tout le monde. Et on en a parlé donc déjà tout à l'heure de la famille. La famille, on peut la considérer comme la plus petite unité de culture, hein, et chaque famille est une microculture et qui va rencontrer les autres microcultures et aussi les cultures des professionnels. Donc cette notion de culture, il est important d'en dire quelques mots parce qu'on met la culture à toutes les sauces. Et qu'est-ce qu'il y a derrière ce terme de culture? On a tous des multiples appartenances culturelles, qu'elles soient du pays d'où l'on vient, qu'elles soient de la classe sociale, qu'elles soient des affinités, si on est dans des cultures associatives ou politiques dans les cultures religieuses, etc. Et c'est cette multiple appartenance de culture qui va fonder l'identité de chacun, bien entendu, en plus de toutes ces composantes personnelles, qu'elles soient biologiques ou psychologiques. Donc, tous ces éléments sont importants à rappeler parce que quand on va parler d'éducation, eh bien, on va penser que l'enfant, c'est l'enfant de ses parents. Euh, on est en France au XXIe siècle et la responsabilité des parents est très grande, alors que ailleurs, ou chez nous, il n'y a pas si longtemps, l'enfant, c'était l'enfant de la famille et que tout le monde participait à son éducation. Et cette notion-là, elle me semble aussi importante. On l'a évoqué aussi dans les débats. euh, d'avoir une communauté d'adultes bienveillants autour des enfants pour les aider à grandir. Je pense que l'éducation, c'est ça. C'est pas uniquement d'un côté les parents, de l'autre côté les professionnels, que ce soit des enseignants, que ce soit des professionnels de crèche, etc. Mais c'est d'être auprès des enfants, avec leur famille, et de partir aussi des savoirs des uns et des autres. Les familles ont des savoirs, les parents ont des savoirs, et les professionnels en ont d'autres. Ma double formation, à la fois de médecin et d'anthropologue, m'a beaucoup, beaucoup éclairée. Du côté médical, on est dans le pouvoir, on est dans un savoir qui va descendre et qui va pas forcément être suffisamment à l'écoute, malheureusement. Et du côté de l'anthropologue, on va être au contraire dans quelque chose qui va être donnez-nous vos savoirs, on va être dans ce qu'on appelle l'observation participante, on va être dans quelque chose qui va être beaucoup plus au niveau d'une horizontalité, c'est-à-dire d'un partage des savoirs. Et je pense que conjuguer les deux est absolument essentiel. Donc,
je prône pour l'enseignement de l'anthropologie pour tous, c'est-à-dire pouvoir se décentrer sur ses propres pratiques et essayer de se dire, mais ce qui est naturel pour moi ne l'est pas pour l'autre. Ce qui est évident pour moi ne l'est pas pour d'autres. J'aurais pu vivre ailleurs, j'aurais pu naître ailleurs et faire toujours ce pas de côté. Et si c'était moi qui étais là, qu'est-ce que je ferais, me semble absolument indispensable. Alors, pourquoi évoquer tout ça? Parce que l'enfant, le tout petit, il a besoin de sécurité. Il a besoin d'une sécurité pour grandir, une sécurité physique, bien sûr, mais aussi psychologique, affective. Il faut qu'il soit aimé, mais aussi il faut qu'il ait un cadre, il faut qu'il ait des limites. Et il faut qu'il puisse avoir aussi, on en a parlé tout à l'heure, une sécurité linguistique, c'est-à-dire savoir que la langue qui est parlée à la maison est une langue valable comme toutes les autres. On l'a rappelé tout à l'heure, en France, on est monolingue, mais dans la plupart des pays du monde, on ne l'est pas. On est bilingue, voire quadrilingue. Et on va avoir des enfants qui vont pouvoir communiquer d'une autre façon qu'avec une seule langue. Donc là-dessus aussi, cette question de la sécurité de l'enfant, elle me semble absolument indispensable. Et pour vivre en sécurité, il faut qu'il vive en confiance. Et donc la confiance, là aussi, c'est quelque chose qui ne se décrète pas. La confiance, ça se construit. Et la confiance, c'est la confiance des parents dans les enseignants ou dans les professionnels autres, que ça soit en crèche, que ça soit dans des associations, etc. Et c'est la confiance aussi donc des adultes entre eux qui va être indispensable pour que l'enfant puisse avoir confiance dans les adultes et confiance aussi avec les autres enfants. Ça aussi, ça peut paraître être des banalités, mais dans une société qui prône la concurrence et la compétitivité, quelquefois on pourrait penser que la confiance, ben non, pourquoi, hein? On est beaucoup plus sur de la méfiance, on est beaucoup plus sur de la peur de l'autre, on regarde l'autre comme quelqu'un qui pourrait prendre ma place et non pas comme quelqu'un de complémentaire, comme quelqu'un qui est là avec toutes ses richesses, avec toute sa personnalité et toutes ses appartenances culturelles aussi. Alors, il y a un auteur que j'aime beaucoup et que je recommande avec son livre. Alors, je ne sais plus, je m'emporte toujours des petits papiers comme pense bête, mais après, je me paume dedans. C'est Amin Malouf, hein, et son livre remarquable, Les identités meurtrières, dans lequel il va parler je vais vous citer quelques petits exemples d'Amin Malouf parce qu'il me semble que ça devrait être écrit partout. Chacun d'entre nous devrait être encouragé à assumer sa propre identité, à concevoir son identité comme étant la somme de ses diverses appartenances, au lieu de la confondre avec une seule, érigée en appartenance suprême et en instrument d'exclusion, parfois en instrument de guerre. Il va dire aussi l'identité n'est pas donnée une fois pour toutes, elle se construit ou se transforme tout au long de l'existence. Et tout au long de l'existence, eh bien, on va faire des rencontres, des bonnes et des pas bonnes. Et espérons que les enfants dont nous avons les responsabilités vont faire des bonnes rencontres, celles qui vont nous permettre d'avancer, d'être des enfants confiants et des adultes de confiance, d'où qu'ils viennent et où qu'ils aillent. Je crois que c'est essentiel dans un monde qui est en pleine transformation. Et quand je parle de culture, surtout, ça concerne tout le monde, encore une fois, je ne cesserai de le redire. Chacun de nous, d'où qu'il soit d'ici, avec des parents d'ici depuis longtemps ou d'ailleurs, qu'il soit dans une migration récente ou beaucoup plus ancienne, et que cette migration, elle soit venir d'un quartier de Paris à un autre ou bien de l'autre bout du monde à ici. La migration, elle est toujours individuelle et chacun va la vivre différemment en fonction de multiples paramètres. Donc là aussi, c'est essentiel dans tout le travail que nous faisons et que vous faites, c'est de ne pas enfermer l'autre dans des représentations dans lesquelles il ne se reconnaîtrait pas. Telle catégorie socio-professionnelle est comme ça, telle personne de telle origine est comme ça, etc., etc. Je crois que là aussi, si on reprend donc les termes d'Amin Malouf et d'autres, c'est le regard, je crois que c'est lui qui va dire que c'est notre regard, voilà, qui enferme souvent les autres dans leur plus étroite appartenance, mais aussi c'est notre regard qui aussi peut les en libérer. Donc je crois que quand on parle de pratique éducative, on a parlé tout à l'heure de coéducation.
vous avez compris que pour moi, la coéducation, elle se base sur la confiance. Elle va se baser aussi sur la cohérence, parce que les pratiques ont du sens. Quand on parle de pratiques culturelles, on parlait de ce père qui corrigeait, enfin qui poussait son enfant à faire des devoirs avec le livre à l'envers. Eh bien, pour lui, c'était cohérent et son fils l'avait compris parce que il voulait que son enfant rentre dans les apprentissages et il l'encourageait. Et donc, on était dans quelque chose de cohérent et pas d'absurde. Il sait pas lire, alors regarde, il a le livre à l'envers. Donc, et cette cohérence est suffisamment passée à son enfant pour qu'il puisse le citer après. Cohérence et continuité aussi. Ça, je pense que ce sont des maîtres mots que les enseignants, que les professionnels, que ça soit du social ou du sanitaire ou de l'éducatif, doivent avoir en tête. C'est être dans la confiance, la cohérence, la continuité, ce sont les gages de la coéducation. Ça ne veut pas dire que tout le monde va faire la même chose, hein. Ça ne veut pas dire qu'on va faire la même chose forcément à la maison ou ailleurs. Il y a un concept que j'aime beaucoup, c'est celui de tolérance active. Tolérance active, il me semble que c'est un anthropologue québécois, Raymond Massé, il me semble que c'est lui qui l'avait évoqué ou peut-être inventé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais tolérer l'autre. Tolérer, ça peut paraître péjoratif. Il peut bien être là, mais il ne faut pas qu'il me dérange. Non, tolérance active, c'est l'autre est différent, mais il me concerne. Et quand on va être dans l'éducation, dans les pratiques éducatives, eh bien, il me concerne parce que les enfants me concernent aussi. Donc, si je ne suis pas d'accord, par exemple, sur une façon d'éduquer, prenons les châtiments corporels, prenons le coup de ceinture que vont donner certains parents pour que l'enfant, quand il a fait une bêtise, il ne la recommence pas. Ici, nous ne sommes pas d'accord. Nous avons des lois aujourd'hui, et même si nous étions d'accord, nous avons des lois qui mettent tout le monde au même niveau en disant non. L'importance là-dedans, c'est d'essayer de trouver dans cette tolérance active pourquoi ce père ou cette mère fait ça. Est-ce parce qu'il est maltraitant? Est-ce parce qu'il veut humilier son enfant? Ou est-ce que c'est autre chose? Et on a de fortes chances de penser que c'est parce qu'il veut qu'il soit bien éduqué, qu'il veut, disons, je ne sais pas quelle bêtise il a fait, disons qu'il a piqué quelque chose sur un étalage et qu'il ne recommence pas, etc. Donc on va essayer de trouver ensemble ce qui nous lie et non ce qui nous oppose pour accompagner ses parents et ses enfants. Et ça, ce sont des notions qui me semblent absolument indispensables à avoir. C'est que au niveau de l'enfance et au niveau de l'éducation, dans toutes les sociétés, l'éducation est quelque chose d'important. La transmission est quelque chose d'important, mais ça dépendra beaucoup du statut de l'enfant, ça dépendra beaucoup de la structure de la société, du rôle des uns et des autres, des hommes, des femmes, de l'intergénérationnel, etc., etc. Et donc, à partir du moment où on sait qu'il va y avoir quelque chose d'important au niveau de l'éducation, on sait aussi qu'il va y avoir des différences. Et quelquefois, ces différences vont pouvoir heurter, voire être totalement en opposition avec ce que nous, ici, nous allons vouloir pour cet enfant. Et là-dessus, alors moi, je me réfère souvent à une psychosociologue dont j'aime beaucoup les travaux, mais il y en a d'autres, qui s'appelle Margalit Cohen-Emmerich, peut-être certains la connaissent, et je vous invite à découvrir son travail, qui va aborder la question des chocs entre personnes de cultures différentes, et ça pourrait être entre des parents, quels qu'ils soient, et des professionnels de crèche ou d'école, eh bien, de se dire qu'est-ce qui se passe d'abord quand il y a un choc, qu'est-ce qui se passe en moi? C'est-à-dire, on ne va pas d'abord projeter sur l'autre, mais je vais vous prendre un petit exemple que je prends quelquefois. C'est une petite fille qui ne dit pas bonjour, une petite fille de 3 ans en arrivant à l'école. Donc la petite. Et la maman lui donne une fessée. Donc l'instit est choqué et se pose la question. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas grave. C'est pas grave si elle n'a pas dit bonjour. Mais en fait, dans ce petit geste qui s'est passé là, si on prend du recul, cet instinct va se dire, ben non, chez nous, on ne donne pas de fessée, l'enfant, c'est un sujet à part entière, et il est peut-être pas de bonne humeur aujourd'hui, il ne dira pas bonjour, etc. Bon, je veux dire. Et
le deuxième temps, ça va être de se dire: «Mais pourquoi cette mère a fait ça?» Et là, on va pouvoir se dire, selon d'où elle vient, selon son milieu social, et cetera, elle veut que cet enfant peut-être soit très bien élevé, soit exemplaire et que pour elle, c'est très important de montrer qu'elle éduque bien son enfant. Peut-être c'est ça, peut-être c'est autre chose et on va faire des hypothèses et le troisième temps sera d'essayer de trouver ensemble un terrain d'entente pour que chacun s'en sorte la tête haute. Alors je vous l'ai fait très, très vite, hein, mais c'est quelque chose d'important parce que, Margalit Cohen-Emmerich a aussi beaucoup insisté sur les préjugés, sur tout ce qui va servir de lit à la discrimination, tous les caricatures un petit peu des uns et des autres qui vont dire, bien, par exemple, les Français, bien, ils sont râleurs, ils sont toujours en grève, ils aiment le fromage, ils aiment les grenouilles. Je vous fais comme de petites caricatures comme ça, en pensant comment est-ce qu'on peut voir les Français à l'étranger. Pour autant, on ne se retrouvera pas tous là-dedans. Et il y a quand même des choses qui sont vraies, parce que si vous venez en France et puis que vous venez à Paris pour une seule fois dans votre vie et puis que les musées sont fermés parce qu'il y a grève, vous allez bien voir que c'était pas entièrement faux. Bon, je digresse. Donc, les préjugés, hein, c'est très important de se dire, on a tous des préjugés et en matière éducative, on a tous des représentations. On l'a dit tout à l'heure, il y a des bons parents. Il y a des parents qui sont ceux qui vont pouvoir aujourd'hui parler avec leurs enfants, discuter, parler avec les enseignants et essayer d'être dans quelque chose de compréhensif. Mais il n'y a pas si longtemps que ça, ici, on ne parlait pas aux enfants. Non seulement on ne parlait pas, mais les bébés, il ne fallait pas leur parler parce qu'on avait très peur de fatiguer leur cerveau trop tôt. Et un cerveau, si c'est fragile, et à l'époque, alors là, je vous parle au début du XXe, c'est des témoignages que j'ai de cette époque-là, on avait très peur des méningites, on avait très peur des convulsions, et donc on pensait qu'un cerveau qui s'échauffe trop, eh bien, il risque de s'enflammer. Et voilà, bon, ça, on pourrait parler sur tout ce qui est des croyances. Là, on est dans de l'anthropologie médicale et on est sur des choses qui sont à la fois passionnantes, qu'on trouvera d'ailleurs dans beaucoup d'endroits du monde. Donc, il n'y a pas si longtemps que ça, avant Françoise Dolto, on ne parlait pas aux bébés. Bien sûr, beaucoup parlaient, mais pas dans les sociétés savantes, hein. Donc, au niveau des pédiatres, certains savaient très très bien qu'on parlait aux bébés, que c'était important. Mais ça faisait partie un petit peu de ces particularités de ceux qui aiment bien les bébés. Alors, je regarde un petit peu mes notes, j'ai encore un petit peu de temps. Alors, quelque chose au niveau des apprentissages qui me semble aussi important de pointer, c'est que on parle beaucoup des neurosciences aujourd'hui. Donc, je vous ai dit un tout petit peu que les neurosciences pointaient effectivement qu'il restait dans les cerveaux de chacun de nous des marques de notre petite enfance et qui s'activaient notamment dans le cadre des émotions. On a découvert aussi que le petit humain était fait pour vivre en société, qu'il s'activait, qu'il avait besoin, hein, d'être en société et que effectivement, alors toutes les recherches, je ne vous en dirai pas plus, j'en serais bien incapable, prouvaient tout cela. Autre chose aussi de très important à pointer au niveau des apprentissages, c'est l'existence de neurones miroirs. Les neurones miroirs, ce sont ces neurones qui vont montrer que c'est la même zone du cerveau qui s'active quand on voit quelque chose ou quand on le fait. Et qui va aussi permettre de dire, eh bien, si un enfant assiste à des scènes violentes, eh bien, ça sera aussi la même zone du cerveau qui s'activera que si c'était lui qui les vivait. D'où l'importance aujourd'hui de tout ce qui touche aux violences familiales, aux répercussions qui peuvent se faire sur les enfants. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on voit que on a, alors, sans aller dans le tout biologique, bien entendu, mais on a des appuis, hein, pour dire attention, tout ce qui se passe chez les tout petits va marquer, et c'est pas forcément au niveau conscient que tout cela se passe. D'ailleurs, quand on voit au niveau des apprentissages certains films, il y a un film que j'aime beaucoup, je ne sais pas si certains le connaissent, qui s'appelle Bébé, qui a été un film grand public où on voit des bébés du monde entier. Eh bien, on va les voir qui imitent, hein, qui imitent. Il y a Bébé du monde aussi, tout ce que l'on fait, et c'est pas du tout la même chose ici et ailleurs. Alors, ce que je voulais vous dire
encore avant de passer aux questions, euh, c'est qu'il y a quelque chose aujourd'hui, actuellement, qui existe, et c'est un modèle d'apprentissage qui s'est uniformisé un petit peu partout dans le monde. Ce n'est pas un scoop de voir qu'on a des protocoles, on a des modèles d'apprentissage, notamment diffusés sur le net ou pas, ou qui vont se vendre aussi, pour que tout le monde fasse la même chose un petit peu partout. Et on va avoir ensuite des notations en fonction des pays et en fonction des pratiques qui vont se faire. On a parlé du langage tout à l'heure. Alors, il y a des programmes pour parler, pour apprendre à parler, qui se sont développés et qui se vendent un petit peu partout. Donc, je ne sais pas si certains les pratiquent. Moi, j'en connais un qui s'appelle Parler Bambin, qui a été diffusé et qui était parti de bonnes intentions parce que c'était pour dépister les problèmes de langage chez les enfants petits à l'école maternelle et y remédier, mais sans prendre en compte finalement le contexte culturel, le contexte familial de chacun. Et on se trouve avec des programmes qui risquent d'être déshumanisés, avec des professionnels qui risquent de les appliquer, alors que cette question du langage qui a déjà été abordée tout à l'heure doit être abordée toujours de façon singulière, en fonction de qui est l'enfant, qui est la famille, comment on pratique ce langage à la maison, qui le pratique, est-ce que c'est autorisé ou pas, est-ce qu'on se moque de ce qu'on dit. Il y a des petits parleurs, il y a des grands parleurs, il y a des familles, entre guillemets, de taiseux, où on parle très peu. C'est pas pour cela que ces familles ne réussissent pas, entre guillemets. On va comptabiliser le nombre de mots qu'un enfant dit. Mais tout ça, ce sont des statistiques. Ce sont des professionnels bien formés qui doivent être capables de repérer un enfant qui a des problèmes de langage avec ses outils, mais pas systématiquement faire rentrer tout le monde dans des cases. Je ne sais pas si je suis assez claire en parlant comme ça, mais ça m'évoque, alors Stéphane le sait, un passé d'il y a presque 20 ans maintenant, quand on avait déclenché un mouvement qui a eu beaucoup de répercussions à l'époque. C'était pas de zéro de conduite pour les enfants de 3 ans. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était à l'époque où il y avait un ministre de l'Intérieur qui est ensuite devenu président de la République et qui avait eu l'idée de dépister les troubles des conduites chez des enfants à l'école maternelle, voire avant, pour éviter qu'ils ne deviennent des délinquants. Et vous voyez très vite les raccourcis qui pouvaient être faits en utilisant notamment des professionnels du soin, qui étaient les médecins de PMI notamment, lors des bilans de santé qu'ils font en école maternelle, pour repérer non pas des enfants qui ne vont pas bien, qui ont des symptômes et qui effectivement ont besoin d'être pris en compte, mais de repérer des potentiels futurs délinquants avec des signes très protocolisés qui apparaissaient sur des règles. Et dans ces signes-là, il y avait notamment le problème du bilinguisme et du langage, de ne pas parler le français à la maison. Donc, je rappelle ça parce qu'on avait lancé tout un mouvement au niveau des soignants, donc des médecins, des psychiatres, des psychanalystes, des psychologues, qui avait été rejoint ensuite par une grande partie de la société, puisqu'il y avait eu 200 000 signatures, et que ce projet de loi, à l'époque, avait été retiré, bien qu'il soit repassé d'une autre façon. Peu importe. Je dis ça parce que c'était il y a une vingtaine d'années, 2006, et qu'aujourd'hui, eh bien, finalement, on a vu apparaître tous ces protocoles de tous les côtés, quelque chose qui est très, pour moi, déshumanisant, c'est-à-dire avec beaucoup de repérages précoces, mais avec derrière ces repérages précoces, beaucoup moins d'humains pour prendre en charge ces enfants qui vont pas bien, avec beaucoup de culpabilité sur les parents en leur disant c'est vous les responsables et c'est pas le contexte sociétal qui est aussi responsable de ce qui se passe, etc. Donc on a vu basculer sur les parents beaucoup de choses et avec une sorte de protocolisation de la société et de diminution de moyens qui pose problème. Alors, je vous dis ça parce que j'ai participé il n'y a pas longtemps à un livre sur la marchandisation de la petite enfance. Le problème, c'est qu'il est en anglais, alors c'est compliqué. Moi, on me l'a traduit mon texte, parce que j'aurais été bien incapable de le faire. Mais il y en a un qui va sortir en français dans pas très longtemps et qui montre comment cette marchandisation de la société touche aussi
les écoles, les crèches, avec non plus l'enfant au cœur des préoccupations, l'enfant et sa famille, mais quelque chose de marchand, c'est-à-dire bien on va vendre quelque chose, et avec des parents qui ne seraient plus des parents partenaires, des parents éducateurs, co-éducateurs, mais des parents clients, des parents qui seraient responsables en plus, et des clients responsables avec ce qu'on appelle un petit peu des indices de qualité aussi, sur un mode marchand. Alors, je ne vais pas m'étendre plus peut-être là-dessus, et puis je répondrai volontiers à toutes les questions que je serai en mesure de répondre. Mais pour conclure, ce que je voulais dire, c'est que ces pratiques éducatives, elles sont multiples. On pourrait en faire des catalogues. Ce qui me semble très important pour que ça fasse sens, c'est que les parents et les professionnels soient des alliés, que les professionnels systématiquement puissent considérer les parents comme des alliés, les solliciter. Qu'en pensez-vous? Que savez-vous? Si un enfant, cette petite fille de Côte d'Ivoire qui ne parle pas le français, c'est vrai que ça pose question. Est-ce qu'elle a un problème cognitif? Est-ce qu'il y a quelque chose? Ou est-ce qu'elle n'a pas été à l'école? Est-ce qu'elle est bloquée? On ne sait pas. Mais il y a effectivement quelque chose. Donc, de penser à associer les parents, penser aussi aux représentations qu'on va avoir en tête. Moi, dans les formations que j'animais à une époque, je partais beaucoup sur les représentations. Comment vous considérez les parents? Comment vous pensez que les parents vous considèrent? Et on voyait qu'il y avait des gros décalages et que très souvent, ce qui vient, c'est le négatif. Oh là là, c'est des enquiquineurs. Oh là là, oh là là. Alors, j'attendais. C'était des petits groupes de formation dans lesquels on pouvait parler. Et puis là, je leur disais, vous avez entendu ce que vous avez dit? Comment voulez-vous que les parents viennent vers vous si c'est ça que vous avez en tête? Donc, laissez tomber tout ça et essayez de trouver le positif d'abord, sans être du côté positif BA, c'est pas du tout ce que je veux dire. Mais voyez ce qui est positif, et à partir de là, on va pouvoir ensemble construire sans que chacun soit déstabilisé sur ses valeurs importantes. Et là-dessus, on va voir que dans la plupart des situations, ça va marcher. Très souvent, je propose aussi aux professionnels de se dire, en se décentrant, comme je vous l'ai dit rapidement tout à l'heure, quand il y a quelque chose qui choque, est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave? Très souvent, on va se dire, c'est pas grave. Alors, quand c'est pas grave, on peut y aller, on peut discuter tranquillement. Et on va garder le sérieux et l'énergie. Pour ce qui est grave ou là, ça sera plus compliqué. Mais très souvent, on va se rendre compte qu'on peut faire tomber les choses, qu'on peut rentrer en communication beaucoup plus facilement et faire alliance avec les parents, et que quelquefois, presque de façon magique, les enfants iront mieux. D'autres fois, ça ne sera pas le cas, bien entendu. Je ne veux pas tomber, bien sûr, dans l'angélisme. Mais ça, c'est important. Je voulais dire aussi des choses qui existaient déjà. Peut-être certains connaissent, et que j'aime beaucoup, une expérience qui s'appelle les universités populaires de parents. Les universités populaires de parents, ça a été lancé par un mouvement qui était le mouvement des crèches parentales, l'ACEP, qui s'occupe pas seulement donc des tout-petits, et qui maintenant, il y a une partie de l'ACEP qui a créé un mouvement particulier qui s'appelle les UPP, où je redonnerai le nom plus précisément, et qui vont travailler avec des parents et des universitaires au sujet de thématiques, donc certains peut-être dans la salle connaissent ou en font partie, au sujet de thématiques sur l'éducation, qui vont permettre comme ça d'avancer. Et depuis, il y a certains endroits où je sais que des parents vont même participer à des formations des enseignants sur parce que la parentalité, etc. Donc on va être comme ça dans quelque chose qui pour moi est plein d'espoir, et ce type d'initiative existe ici, mais existe aussi un petit peu partout dans le monde. C'est ce que j'ai découvert dans le livre dont je vous ai parlé, dont je pourrais vous donner les références. D'autres lieux aussi sont des lieux que je trouve particulièrement intéressants pour tout ce qui est la petite enfance, et les lieux d'accueil enfants-parents, c'est-à-dire où on va avoir des enfants tout petits, c'est avant la maternelle, qui vont venir avec des parents, qui vont venir là pour être socialisés, parce que quelque chose de pourtant essentiel que je ne vous ai pas dit et que vous savez tous, c'est l'impact de la solitude et de l'isolement terrifiant sur les parents, mais surtout sur les enfants que vivent certaines personnes ici. Ça fait partie des difficultés de notre société. À la fois, le bon côté, c'est que chacun
une certaine liberté, mais que le mauvais côté, c'est qu'il y a très souvent un déficit de groupe autour de l'enfant et de sa famille, et que donc cette solitude, elle va être palliée. Ça, c'est notre société française actuelle qui tente de le pallier, notamment avec tout ce qui est soutien à la parentalité, et qui, quand ce soutien à la parentalité est mené avec les familles, avec leur accord, on peut avoir des résultats absolument super. Et les lieux d'accueil enfants-parents peuvent en participer. Je rappelle qu'ils ont été créés notamment par Françoise Dolto il y a maintenant, dans les années 77, je crois, quelque chose comme ça. Voilà. Alors, j'aurais sûrement plein d'autres choses à vous dire, mais voilà, dans mes petits papiers éparses, le temps passant, je préfère qu'on en reste là et puis qu'on puisse répondre à des questions. Bien, merci pour cette intervention, elle aussi très vivante et qui nous replonge dans le monde de la petite enfance. Oui, vous pouvez venir ici, bien sûr. Bien, écoutez, traditionnellement, ça va devenir une tradition, bien sûr, ça l'est. Qui veut prendre la parole pour poser une question à Mme Kadar? 2 mains levées. Par ici, s'il vous plaît. Bonjour, moi je suis Pauline Davio, auxiliaire de puériculture. Il doit y en avoir beaucoup dans la salle. Je voulais vous dire un grand merci déjà pour votre intervention, parce que ça fait du bien de vous entendre. Je voulais savoir comment on pouvait être parents et alliés avec les professionnels pour, lorsqu'on a quand même énormément d'enfants, et mettre un climat de confiance, on essaie de faire au mieux. Et pouvoir avoir des temps de parole avec des familles qui ont des difficultés, dont des mamans qui viennent de l'étranger et qui se sentent très seules et qui ont besoin de nous. Comment peut-on faire maintenant lorsque l'on travaille dans des structures où, a priori, le budget est plus important que les familles et les enfants? Alors, merci pour votre question, parce que c'est un point absolument crucial. On ne peut pas s'occuper de jeunes enfants si on n'est pas suffisamment nombreux et si on manque de qualification et d'espace de parole et de formation. Donc, je me suis bagarrée pendant longtemps et d'autres continuent à le faire. Il y a un mouvement qui est toujours actif, pas de bébé à la consigne, pour les professionnels qui se bagarrent pour que les crèches restent de qualité, parce qu'en France, on est toujours souvent à faire le mea culpa sans dire ce qui marche. Il y a eu de gros progrès dans les crèches et on est sur des établissements avec des professionnels très motivés, formés, qualifiés, mais on est sur quelque chose qui se dégrade parce qu'on est sur un secteur qui se marchandise comme les autres. Et donc, je crois que ça, c'est important de le dire. On ne peut pas faire l'économie quand on travaille avec des jeunes enfants, d'être suffisamment nombreux, d'avoir un cadre de travail, un projet pédagogique, un projet d'établissement qui tienne la route, des temps d'analyse de pratique et de la formation continue. J'ai animé pendant des années des cycles de formation sur la place des parents dans les crèches, donc je connais bien. J'ai écrit des livres dessus, je pourrais vous donner les références qui peuvent aider, mais je crois qu'il faut ne pas en rabattre là-dessus parce que, et notamment un des livres que j'ai écrit, c'était sur une grande pédopsychiatre qui s'appelle Myriam David et qui est encore trop peu connue. J'ai fait un recueil de ces textes avec des interventions de différents partenaires actuels pour dire en quoi cette pensée était toujours vivante, et elle s'est bagarrée toute sa vie, je dis bien toute sa vie, alors qu'elle avait été déportée à Auschwitz et qu'elle avait dit plus jamais ça. Elle a fait la comparaison entre ce qui se passait dans les pouponnières en France dans les années 50 et ce qu'elle avait vécu. Elle a pu le faire et elle s'est bagarrée pour qu'au niveau de l'aide sociale à l'enfance, des crèches, etc., il y ait une amélioration. Et elle n'était pas seule. J'ai eu la chance de la connaître, mais d'autres l'ont fait aussi et ça a permis d'avoir un travail de qualité dans la crèche et des professionnels aujourd'hui qui disent on ne veut pas redevenir maltraitant. On ne veut pas, parce qu'un bébé, si on n'est pas assez pour s'en occuper, si on n'en prend pas assez soin, eh bien, il va nous pousser dans des retranchements qui vont que l'on va être maltraitant avec lui. On va l'oublier, on va le laisser dans un coin, voire plus. Et je crois que ça, c'est très important aussi parce que la petite enfance réveille en nous le petit enfant qu'on a été, sans qu'on s'en rende compte. Encore une fois, l'amnésie infantile. Je ne veux pas faire de la psychanalyse sauvage, mais bon, il y a beaucoup d'écrits et de recherches là-dessus et qui font qu'on est sur un terrain hautement délicat. Non, mais c'est sûr qu'on a tous...
Oui, vous faites résonner avec ce qu'on appelait dans le temps, il y a très longtemps, dans les années 50, l'hospitalisme. Des travaux de Spitz menés sur des crèches avec des guillemets. C'était en Iran, je crois, mais enfin, ça aurait pu être dans d'autres pays où les nourrissons étaient rangés, alignés, langés. Personne ne s'occupait d'eux. Voilà, on les nourrissait, hein, tout de même, on les changeait, on les nourrissait. Voilà, rien d'autre. Et puis, forcément, qu'ils déprimaient. Ils mouraient pour un certain nombre d'entre eux. Autre question? Je crois qu'il y en avait une autre. Oui. Et puis, oui. Bonjour. Bonjour et merci pour vos interventions. Iris Gagnon, je suis médecin en PMI et médecin généraliste. C'est une question que j'aurais pu aussi poser avant, mais moi je me pose la question avec les familles immigrées de la toute petite section à l'école qu'on propose dans des territoires dits défavorisés. J'ai l'impression que les parents déjà connaissent peu souvent, donc c'est nous qui sommes porteurs de leur proposer cette solution. Moi, j'en vois les bienfaits, mais j'ai l'impression aussi parfois de déposséder un peu les parents parce que finalement, quand c'est une toute petite section, donc à partir de 2 ans au lieu de 3 ans, c'est aussi pour favoriser l'intégration mais le faire effectivement dans le cadre d'une famille où il y a plusieurs langues. Enfin, j'ai un peu de mal souvent à voir quand est-ce que le conseiller. Je veux pas substituer les parents à leur rôle éducatif non plus. Et quand je vous entends parler effectivement des lieux d'accueil parents-enfants qui sont complètement différents, hein, mais où là il y a vraiment un travail avec le parent, son enfant. Voilà, je me pose toujours la question, quand est-ce que je vais amener cette question de la toute petite section, à qui, pourquoi finalement? Alors, merci aussi de poser cette question-là parce que c'est une question qui existe. Moi, depuis que j'ai commencé à travailler, on entend parler de la petite session maternelle. Est-ce que c'est bien ou pas? Je crois qu'il y a une époque où il y a eu un grand travail qui avait été fait sur des classes passerelles. C'est-à-dire des lieux qui étaient passerelles entre la maison ou entre la crèche et l'école, pour des tout-petits qui allaient associer à la fois des enseignants, mais des éducateurs et ATSEM. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il y ait beaucoup de monde et des professionnels spécifiques pour cette partie. En fait, c'est un temps très court, la petite enfance. C'est pour ça que j'en parle et avec beaucoup de passion, qui me passionne toujours autant, parce que c'est un temps qui peut paraître très long pour les parents quand ça va pas, surtout les premiers mois quand ils dorment pas. Et puis tout d'un coup, ils disent mince, c'est fini. Et s'ils ont qu'un seul enfant, c'est fini à jamais. Et finalement, un temps qui peut paraître à la fois excessivement long. Donc, il y a la question de la séparation, il y a la question de la promesse de l'école. Certains vont vouloir mettre les enfants à l'école très tôt, comme ça ils réussiront. Il faut dire non. Il faut dire l'enfant, il a besoin d'être coucouné tout petit, le plus possible, et il y a un moment où il va être prêt à rentrer à l'école. Ça veut pas, cependant, il ne faut pas qu'il soit seul à la maison avec 1 ou 2 adultes, et la télé omnipotente souvent, ou d'autres écrans. Il faut qu'il y ait du groupe autour. Quel que soit le groupe, c'est-à-dire que soit des parents sont capables, pour multiples raisons, parce qu'ils ne sont pas seuls et qu'il y a du groupe, et très souvent, l'enfant verra d'autres enfants. Proposer une garderie, quelquefois, culturellement, pour certains, non. Moi, je me rappelle, c'est cité dans un des bouquins sur les parents dans les crèches, qui dit quand on abandonne notre enfant, hein, on abandonne l'enfant à la crèche, donc non, on ne doit pas le faire. On peut aller à l'école, mais pas à la crèche. Donc il y a tout ce travail d'apprentissage. Et après, je crois que là aussi, moi, je prône beaucoup le travail en réseau, c'est-à-dire professionnel, médecin de PMI, avec l'école, on discute avec l'école, est-ce qu'elle est capable? On peut discuter, je l'espère, aussi avec les ARS, avec l'éducation nationale, pour pouvoir financer, on est dans de la prévention précoce, des classes passerelles, des actions passerelles, hein, etc., et puis qu'il y ait des passages souples à l'école. Il y en a, si on a la malchance d'être né au mois de décembre, eh bien, vous allez pouvoir rentrer très, très gros bébé à l'école, alors que si vous êtes né en janvier, quelquefois, vous allez vous enquiquiner parce qu'on ne va pas prendre en compte le fait que vous avez déjà à lire
au moment de rentrer au CP, etc. Vous voyez, donc on a comme ça des choses qui devraient être beaucoup, beaucoup plus souples, et certains y arrivent, mais malheureusement, je n'ai pas le pouvoir de le faire. Mais par contre, l'école à 2 ans, je crois que ça doit être au cas par cas, ce n'est pas un dogme. Et il faut en tout cas, et ça peut être très bien, si c'est une classe passerelle, s'il y a 3 adultes un adulte pour 10 enfants dans ces sections-là, minimum, ça va aller, hein, avec une pédagogie adaptée. Bien, je crois que vous vouliez apporter un complément de réponse. Non, c'était plutôt des questions sur 2 aspects qui portent plutôt sur le début de votre intervention et qui m'ont beaucoup intéressée. La question de l'apprentissage de l'anthropologie à l'école. Je me rappelle que c'était une des préconisations de Vievorka dans le rapport qu'il avait fait il y a une quinzaine d'années sur la diversité dans l'enseignement supérieur, et il voulait que l'anthropologie soit au moins apprise au lycée. Et je crois que ce qui s'est passé depuis, c'est plutôt qu'elle a été supprimée jusqu'à la licence, dans une large mesure. Donc la question, c'est comment on fait. Voilà. Et la deuxième question, c'est sur ces traces dans le cerveau de la violence. J'ai entendu des médecins, mais je voulais avoir confirmation de votre part et peut-être un peu plus d'explications sur le fait qu'il y avait des transmissions intergénérationnelles aussi, qu'on retrouvait traces du vécu des violences dans le cerveau d'enfants et de violences qui avaient pu avoir lieu sur 2 ou 3 générations avant. Alors la première question... oui. Ah oui, l'apprentissage de l'anthropologie, du coup, je l'avais squeezé. L'anthropologie, pour moi, ça a été une découverte. Hein. J'avais 40 ans, je ne savais pas ce que c'était quand j'ai commencé à en faire. Et je me suis dit, mais comment ça se fait qu'en France, on soit si nul là-dessus ? Parce que c'est le rapport à l'autre, c'est le vivre en société. En France, c'est comme si ce qu'on fait ici, c'est bien, tout le monde est pareil. Hein, c'est ce qu'on appelle l'assimilation. Vous venez en France, on vous accueille, mais soyez français comme nous. Et d'ailleurs, on a vu, à l'époque de Jules Ferry, les langues régionales, chacun parlait sa langue. Non, à l'école, on parle la même. Heureusement, j'ai lu un livre sur Jules Ferry il n'y a pas longtemps, enfin il y a quelques années, si quand même, qui le réhabilitait, lui, et qui disait que c'était son administration qui avait empêché la langue, de garder aussi les langues régionales. Bon, en tout cas, ce côté-là, de manque de curiosité pour l'autre. L'anthropologie... Alors les gens, ils ne savent pas ce que c'est. Pour mieux, ils savent un peu l'ethnologie. C'est toujours du lointain, c'est toujours de l'exotisme. Mais nous, moi, ce qui m'intéresse, c'est ici. Alors il y a beaucoup de travaux d'anthropologie. Un anthropologue à l'hôpital, où je renvoie sur les travaux notamment de Marc Auger, qui a beaucoup travaillé ici, et d'autres. Donc on va avoir comme ça, s'observer soi-même comme on observerait une société autre. Et il y a les films de Jean Rouch qui sont très très passionnants là-dessus. Alors notamment, je me rappelle jamais lequel. Non, c'est celui où alors il y a un extrait magnifique où c'est un Africain qui vient et qui commence au pied de la Tour Eiffel. Si certains se rappellent du titre, dites-le moi. Qui est au pied de la Tour Eiffel, va commencer à arrêter des dames et à leur prendre des mensurations. Et alors, tout le monde est choqué. Et il dit oui, parce que, vous savez, nous allons construire un programme en Afrique, je ne sais plus, peut-être à Abidjan, et des immeubles comme à Paris. Et donc, on voudrait savoir, effectivement, au niveau mensuration, si vous êtes pareil que nous, etc. Enfin, donc, il singe l'anthropologie coloniale dans l'autre sens. Vous voyez, c'est ce rapport inversé qui permet, dans ces cas-là, de mieux comprendre l'autre. On se dit, mais on se met à sa place. Moi, je prends souvent les exemples, donc en formation. Mettez-vous à la place d'une maman qui vient d'un village, quel que soit le pays du monde, mais d'un village très rural dans lequel la modernité, entre guillemets, n'est pas arrivée, et qui arrive pour accoucher en France. Vous pouvez imaginer la solitude, etc., et le stress que c'est, et mettez-vous dans l'autre sens et allez accoucher vous imaginez-vous accoucher dans son village. Hein, et là, on voit les violences subies. Et se mettre à la place de l'autre comme ça dans un aller-retour aide beaucoup. Ça ne veut pas dire qu'on cautionne, encore une fois, parce que souvent, se mettre à la place de l'autre, se décentrer, ça veut dire j'essaye de comprendre le sens des pratiques. C'est ce que je disais un tout petit peu dans les petits exemples que j'ai pris. Si on donne un coup de ceinture, c'est pas parce qu'on est méchant, c'est qu'on veut qu'il soit bien éduqué. C'est complètement différent. Hein, alors qu'il y a d'autres moyens de bien éduquer. Et c'est là où on va négocier pour
qu'il n'y ait plus de coup de ceinture. Voilà. Parce que là aussi, on ne va pas tomber dans ce qu'on appelle le culturalisme en disant puisque c'est de l'autre culture, tout est bon, on ne va pas toucher. Non. On est humain, on est chargé d'éducation et on est des adultes qui avons la responsabilité des générations d'en dessous. Là aussi, il faut se le dire. En France, quand on dit ça, on nous regarde, l'air de dire oh là là, mais non, de quel droit vous allez vous autoriser à parler à mon enfant ou à lui faire une remarque, etc. Je crois que ça, on a beaucoup à apprendre à ce niveau-là. Donc l'anthropologie, oui, bien sûr, mais c'est vrai que malheureusement, bagarrez-vous pour essayer d'en avoir. Et peut-être Stéphane, tu veux rajouter un petit mot. Alors. Très rapide, juste par rapport à l'anthropologie, c'est ce que tu as dit aussi, c'est-à-dire la standardisation actuelle de tous les métiers. Standardisation, protocolisation, c'est-à-dire qu'on est dans des calculs économiques qui font que l'anthropologie ne peut pas rentrer dans des cases. Tout à fait. On est dans ce côté-là, c'est-à-dire l'anthropologie et d'autres disciplines, en fait toutes les disciplines humaines. C'est-à-dire on est dans une période où l'humain dérange. On dérange. Moi, quelque chose que je cite souvent parce que je trouve que c'est très marquant, quand on pense qu'on demande aux femmes de faire une auto-évaluation de la dépression maternelle, pendant la grossesse ou juste après la naissance, on est d'une maltraitance inouïe. Si vous êtes dépressif, vous avez besoin d'avoir quelqu'un pour vous aider, et pas d'être tout seul, et quelqu'un qui va pouvoir vous renvoyer ça et vous orienter, et pas d'être tout seul à cocher des cases pour savoir si vous allez avoir le droit de voir un soignant. Vous voyez ? Donc on en arrive là, et dans plein d'autres domaines, c'est comme ça. Sur la deuxième question, sur les traces de la violence intergénérationnelle, alors là, je dirais des bêtises, parce que je ne sais pas à ce niveau-là. Il y a beaucoup de choses très intéressantes au niveau des neurosciences là-dessus, mais il y a aussi beaucoup de raccourcis très rapides qui sont faits. Et puisqu'il y a des traces, alors on va mettre encore une fois des protocoles, rapport de cause à effet direct. Il n'y a jamais de rapport de cause à effet direct. Un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle « À chacun son cerveau », qui date maintenant d'il y a peut-être une quinzaine d'années. C'est François Ansermet, qui est psychanalyste, et Pierre Magistretti, qui est neuroscientifique, qui font un dialogue entre psychanalyse et neurosciences. C'est passionnant. C'était un des premiers, enfin, en tout cas, il y en avait sûrement eu avant, mais des premiers que j'ai pu lire et qui est grand public, et qui, je crois, qui conclut à peu près « L'homme est programmé pour être libre ». L'homme est programmé pour être libre. Ça veut dire que tous les neurones qu'on a à la naissance, dont la plupart, enfin, un grand nombre vont disparaître les premières années, vont se connecter entre eux sur le mode des synapses en fonction de l'environnement, en fonction des rencontres humaines, mais aussi des rencontres environnementales, que ce soit le soleil, la pollution ou autre chose, etc. etc. Donc ça, c'est important. Et autre chose aussi, qui sont quand même des nouveautés, même si elles ont quand même plus de dizaines d'années, c'est l'épigénétique. Alors l'épigénétique, c'est quelque chose qui est important à connaître, parce qu'il faut arrêter la vieille querelle entre l'inné et l'acquis. En fait, nous avons tous des gènes, mais quelquefois, ils ne sont pas activés. C'est comme s'il y avait un petit bouton on-off, et ils s'activaient dans certaines circonstances. Et donc, ces gènes vont s'activer dans certaines circonstances, et après, quand ils sont activés, ils vont se transmettre. Donc, là aussi, on va avoir des choses beaucoup plus complexes que ce que l'on pensait avant sur la génétique, les transmissions, etc. Et ces connaissances-là, alors moi, je ne suis pas du tout spécialiste là-dedans, c'est vraiment, moi, du grand public averti que je vais vous dire, mais c'est passionnant parce que ça permet de comprendre certaines choses, et qu'en tout cas, on le sait, c'est pas bon de vivre dans un milieu violent, et que la violence appelle à la violence. Donc, que ça soit marqué dans le cerveau ou non, qu'on peut dire ça active telle zone du cerveau, très bien, on n'avait pas besoin de ça pour le savoir. En tout cas, certains ont peut-être besoin de ça pour mettre, un peu plus d'argent dedans, mais le gros danger, c'est de mettre des protocoles éventuellement, encore une fois. Des protocoles ou de mettre des formations standardisées pour tel ou tel type de professionnel, pour agir, etc., etc., ou pour dire il faut enlever un enfant de son milieu familial parce qu'il y a eu de la violence. Non, c'est au cas par cas.
On a des choses très très complexes et il faut garder la complexité de l'humain. Que les sciences, et on est dans une époque où tout scientifique, entre guillemets, servent à nous aider et non pas à nous dominer ou être pris dans les mains d'apprentis sorciers qui rêvent d'avoir des robots qui nous gouvernent. Autre question? Est-ce que je peux prendre la parole? Oui, je vais prendre la parole. Je suis Nafsi Kastarakis, psychologue clinicienne, et je vous remercie énormément pour vos 2 interventions qui m'ont passionnée. Je suis là. Je voulais juste dire, parce qu'on a beaucoup parlé de la langue maternelle, et c'est encore un débat très très important aujourd'hui. J'entends beaucoup d'injonctions parfois paradoxales entre les différents milieux, l'école, le soin. Il faut parler sa langue maternelle, il ne faut pas parler sa langue maternelle. Vous parliez de plusieurs langues dans certains pays. Comment se fait-il que ces parents parlent anglais alors que leur langue maternelle n'est pas l'anglais? Ça embrouille les enfants, etc. Voilà, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire, et je vous remercie pour tout ce que vous avez dit. Je voulais juste témoigner d'un très très beau film qui s'appelle Éclaireuse de Lydie Vissot, je ne sais pas si je le prononce bien, une femme belge qui a travaillé sur 2 enseignantes qui sont sorties de l'éducation nationale pour occuper une case, dit-elle, qui n'existait pas, c'est-à-dire la case entre ce vécu de migration, ce parcours compliqué, parfois des guerres, parfois des enfants qui n'ont jamais connu l'institution scolaire. Et c'est arrivé, là en l'occurrence en Belgique. Donc avant d'aller à l'école, de pouvoir connaître le fait de quitter ses parents et d'aller dans un lieu où on fait ensemble. Et je trouve ça merveilleux. Voilà. Merci. Ce film Éclaireuse, on peut le trouver où? Parce que c'est important de pouvoir... oui. Alors, il est passé comme ça très, très discrètement dans certains milieux, donc je ne sais pas comment on peut le retrouver. On trouve en tout cas des bandes annonces et des extraits sur Internet. D'accord, d'accord. Bonjour. Bonjour. Vous m'entendez? Oui, c'est Oui. moi, c'est plus pour partager un témoignage autour de la question de l'anthropologie. Puisque vous avez cité tout à l'heure l'association du Lala, qui est une association partenaire avec laquelle l'association que je représente ici travaille. Et justement, l'association que je représente ici s'appelle Ethno-Art. Et justement, notre objectif, c'est de faire découvrir l'anthropologie en dehors du monde de la recherche. Alors du coup, l'anthropologie n'est pas une matière... à l'éducation nationale comme l'histoire ou la géographie. Mais un de nos projets, c'est justement de faire découvrir aux élèves, donc en élémentaire, en collège et en lycée, à la fois les savoirs de cette discipline, mais aussi surtout les méthodes. Et donc, notamment, on forme beaucoup de classes. On sensibilise les classes à la méthode ethnographique sur plein de sujets de société. C'est souvent des questions socialement vives, comme on les appelle. Donc ça peut être les questions de genre, les questions de migration, les questions de rapport entre les humains et leur environnement. Et c'est vrai que du coup, en termes d'objectifs pédagogiques, c'est vraiment intéressant parce que les élèves, les enfants sont pleinement en fait acteurs d'une réflexion. Et ensuite, ils vont sur le terrain, donc récolter des matériaux, poser des questions, mener des entretiens, décrire des observations. Et ensuite, ils analysent collectivement tout ça pour ensuite les restituer. Et on essaye d'associer justement de la médiation scientifique à de la médiation artistique pour donner une forme sensible aussi à la restitution. Donc on a tout un volet de nos actions en contexte scolaire et aussi on est organisme de formation et donc tout ce que vous avez explicité résonne très, très fortement. Et moi d'ailleurs, je suis formatrice dans l'association. Et ce que les professionnels mettent particulièrement en avant, c'est justement l'ethnocentrisme de nos institutions. C'est-à-dire que bien entendu, on a toujours des petits espaces de liberté, des petites interstices pour mettre en place des choses au sein des équipes, pour ouvrir en fait à toutes les diversités possibles des personnes que l'on rencontre et avec lesquelles on travaille. Mais quand on doit incarner des règles et des normes qui sont éminemment ethnocentrées, comment fait-on? Et c'est un peu la limite aussi qui est posée à l'interculturalité, c'est comment on fait quand on travaille dans des institutions. En gros, la question, c'est est-ce que, par exemple, c'est aux enfants de s'adapter au moule de l'école ou est-ce que c'est à l'école, en fait, de s'adapter à toute la diversité et les diversités qu'incarnent les enfants. Et on est toujours dans cette tension-là. Et je pense qu'en tant que professionnel, c'est parfois
souvent très douloureux. Bien entendu, il n'y a pas une solution, hein, mais voilà, c'était plutôt un partage de témoignages. Merci. Oui, merci beaucoup. Merci pour ce témoignage parce que je crois que ça témoigne de l'ouverture à l'autre. Hein. Ce colloque qui participe, de ne pas laisser la place à ceux qui vont prôner la haine, comment dire, la peur de l'autre, et considérer que chacun d'entre nous est une richesse pour l'autre. Ça ne veut pas dire qu'on sera d'accord, ça ne veut pas dire qu'on fera pareil, mais qu'on se respecte, et quelquefois beaucoup plus, hein, qu'on va pouvoir aller beaucoup plus loin. Et donner ça aux enfants comme un outil dans leur curiosité, c'est essentiel. Hein, je crois vraiment que c'est essentiel. C'est pour ça que la tolérance active est un concept que j'aime bien, parce que ça veut dire que l'autre me concerne. Mais encore faut-il que je comprenne que des choses qui seront absolument pas graves pour moi peuvent l'être pour l'autre. Je vais vous prendre un tout petit exemple que je trouve intéressant. Quand je faisais le livre sur les parents dans les crèches, j'avais rencontré différentes crèches un petit peu partout. Et là, j'étais à Lille, c'était donc il y a une vingtaine d'années. Et il y avait un endroit qui était super sympa. Ils avaient une coordinatrice. Il y avait vraiment des moyens pour faire un bon travail. Et ils faisaient, dans une halte garderie, un goûter interculturel. Donc, je crois que c'était une fois par mois, comme il y avait des familles vraiment de pays très différents. Une fois par mois, il y avait ce goûter, et puis chacun partageait. Et il y avait, pendant un mois, ils décoraient aussi avec l'espace pour faire connaître un petit peu tel et tel pays. Et puis, à un moment donné, il y a eu un clash. Il y a eu un clash au sujet du couscous. Et voilà. Alors là, les professionnels se sont dit, mais quand même, elles exagèrent. C'était essentiellement des mères qui venaient. Elles exagèrent quand même. On essaye de faire tout ce qu'il faut pour elles et avec elles, etc. Donc, réunion avec elles. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, elles disent, mais le couscous, il n'est pas partout pareil. Donc, ce qui est important, c'est de faire des thématiques. Il faut continuer. C'est vachement bien ce que vous faites et ce qu'on fait ensemble, mais pas sur tel ou tel pays, mais sur mon village, ou peut-être comme c'était à Lille, sur la culture de Lille, les ch'tis, et puis, etc., etc. Et donc, ils ont continué, mais avec, justement, à la carte, avec les familles qui étaient là. Alors, ça pouvait être sur tel village du Sénégal, où on faisait quelque chose de particulier, ou ça pouvait être sur l'Inde, parce qu'une maman venait d'Inde, et qu'elle avait, etc., etc. Mais donc, elles étaient parties de là où étaient ces femmes pour travailler avec elles, et elles ne s'étaient pas arrêtées au clash. Hein, elles ne s'étaient pas arrêtées au clash en disant, quand même, puisque ça ne leur plaît pas, on arrête. C'était une possibilité. Une ultime question. Oui. Une ultime question. Mais vous avez levé la main, là. Bon. Ça marche pas. Ah, ça marche. J'ai une question sur un plan par là. Merci. On s'aperçoit de plus en plus au niveau des enfants, en tout cas dans ma pratique professionnelle, au-delà associatif, chef de service essentiellement dans un INTEP, donc des enfants avec des troubles du comportement. Et du coup, au niveau je voulais savoir quels étaient les leviers sur lesquels vous avez pu travailler éventuellement au niveau des pratiques éducatives et culturelles auprès des familles de la petite enfance. Par rapport au retour que j'ai pu avoir, ou en tout cas au niveau des équipes, elles ont pu avoir, comment les PMI peuvent être mobilisables, parler de moyens, autour de ce sujet-là, des troubles du comportement chez les petits-enfants, sans forcément qu'il y ait un diagnostic avéré. J'ai pas très bien compris la question. La question. Oui. D'accord. Je vous pose la question autour des troubles du comportement des petits-enfants. Comment c'est accompagné en PMI ou en crèche, en tout cas des professionnels de la petite enfance, auprès des familles migrantes, et pas que aussi, autour de ce sujet-là, parce que ce sont des sujets qui sont préoccupants et qui sont de plus en plus présents. Et la difficulté aussi, que ce soit de la langue, de la compréhension et du système institutionnel, quels sont les leviers que vous pouvez trouver, que vous avez trouvé auprès de ces familles? En fait, si vous voulez, un trouble du comportement d'un enfant,
il n'y en a pas un pareil qu'un autre. Il n'y a pas un enfant pareil qu'un autre. En fait, l'enfant, il a des symptômes. Et un problème de comportement doit être pris comme un symptôme. Et je ne sais pas ce que ça veut dire comme ça. Hein, si un enfant mord, par exemple, ou si un enfant se fait pipi dessus tout le temps, à toute occasion, alors qu'il n'a plus l'âge, etc., je ne sais pas ce que ça veut dire en soi. Hein. Il faut que je fasse connaissance avec l'enfant et sa famille et avec le contexte. Et par contre, ce que je sais, c'est qu'il ne faut surtout pas estampiller les enfants. Tout à l'heure, lors de la précédente ou lors des questions, ça m'a fait penser à ce qu'on appelle l'effet Pygmalion. Si vous dites à un enfant « tu es bête », eh ben, il va devenir bête. Hein. Si il y a un petit livre que j'aime beaucoup qui s'appelle Eduardo le Terrible. Je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent. Malheureusement, je crois qu'il est plus édité. C'est un petit garçon où on voit pendant 5 ou 6 séquences un petit garçon qui fait que des bêtises. Et donc tous les adultes qui sont là, Eduardo, tu es l'enfant le plus terrible de toute la terre. Et puis ensuite, les 5 pages d'après, le même Eduardo, il fait à peu près les mêmes gestes. Mais là, les adultes qu'il rencontre vont lui dire « Oh là, t'as donné un coup de pied dans le pot de fleurs, c'est que tu dois aimer les fleurs. Viens, tu vas m'aider à faire le jardin, etc. » Et à la fin, Eduardo est l'enfant le plus merveilleux du monde. Donc, il n'y a pas de recette. Malheureusement, les professionnels de PMI, ils sont tous très différents. Ils sont tous en grande difficulté aujourd'hui parce que vous n'êtes pas sans savoir que la PMI est décentralisée. Donc, ça dépend beaucoup des politiques des départements et que, comme partout, eh bien, ça protocolise et ça diminue les professionnels et les tâches augmentent. Donc, je ne peux pas parler globalement. Hein. Je peux vous parler au niveau du syndicat des médecins de PMI qui, d'ailleurs, fait son colloque dans pas longtemps sur prévention et protection. Hein. Je ne sais plus quelle date, je peux vous le donner si ça vous intéresse tout à l'heure. Donc, ça dépendra complètement aussi des équipes, de la façon dont ça peut se passer. Et quand il y a des problèmes de comportement, enfin moi à l'époque, ça fait très longtemps que je ne suis plus sur le terrain, je travaillais main dans la main avec les CMP et avec les CAMS. Et c'est là où on va faire le bilan ensemble, on va voir ce qu'on peut faire ensemble ou pas. Dans bien des cas, c'est pas grave du tout. Quelquefois, c'est juste un enfant qui dort pas assez, ou c'est des parents qui sont perdus, ou c'est des parents qui sont en séparation, ou c'est des parents qui sont dans l'immigration tout seuls et qui s'inquiètent beaucoup de ce qui se passe au pays, etc., etc. Ou des enfants qui ont vécu des horreurs de la guerre que personne n'a dit, ou d'autres choses, et qui le gardent comme ça. On a tout, hein. Oui. Tout est possible. Donc, je crois qu'il faut former les professionnels à accepter d'entendre ça, à accepter qu'un enfant témoigne par ses symptômes une souffrance. Hein, et il y a un très bon livre de Pierre de Lion, Tout ne se joue pas avant 3 ans, qui parle de ça notamment. Donc, on repère qu'un enfant ne va pas bien et on va après faire un diagnostic et essayer de l'aider. Mais surtout pas adapter des protocoles, etc. Et là-dessus aussi, donc, quand on avait lancé Pas de zéro de conduite, c'était donc pour s'ériger contre un dépistage de ce que j'appelle une prévention prédictive, c'est-à-dire qui va dire tel ou tel signe vont être prédicteurs de délinquance. Ça, non, jamais. Par contre, une prévention prévenante, hein, c'est ce qu'avec Pas de zéro de conduite, dans les différents ouvrages qu'on a fait, on a développé. Une prévention prévenante, c'est essayer de comprendre ce qui se passe pour un enfant et, comme on le disait par rapport à la solitude, ne jamais rester seul avec un enfant qui ne va pas bien. Hein, et se faire aider. Voilà. Mais je peux aussi avoir conscience de prêcher des bonnes paroles dans des contextes très difficiles pour les professionnels aujourd'hui. C'est ça. Merci. Bien, je crois que nous allons rester là pour les questions. Mais oui, je sais, mais l'heure tourne. Il nous reste une demi-heure pour la dernière intervention.